stage organisé par la Fédération Floorball de Belgique. Au cours de cette réunion, nous avons identifié plusieurs points entre être arbitre, des règles des nouvelles règles, quelques points d'exception, des coups de sifflet, placement et focus. Mais tout d'abord, lors du dernier meeting, nous avons fait un petit questionnaire pour savoir qui était dans notre confiance. On peut donc dire que 50, pratiquement 50%. Des joueurs, des arbitres étaient débutants complets et 20% avaient entre 15 et 40 matchs joués. Être arbitre, que signifie être arbitre? Un arbitre, c'est une personne qui est objective, impartiale, équitable et honnête. Équitable ne veut pas dire que s'il pénalise une équipe, il va pénaliser l'autre équipe de la même manière, au même nombre de pénalités. Il sera équitable au niveau de traitement des fautes qu'il regarde. L'arbitre est un leader. Il connaît les règles, il a la capacité de mener, il communique avec les joueurs, avec les coachs, avec la table, avec son autre arbitre. Il comprend le jeu, ça veut dire qu'il va pouvoir anticiper, il va pouvoir sentir comment évolue le jeu. Il est en état physique d'arbitrer, il a une bonne condition physique, puisqu'effectivement, il va bouger sur le terrain, et il coopère. C'est la même chose que la communication, il va coopérer avec l'autre arbitre, avec la table, avec les équipes. Les règles de la BFF. La Fédération belge de floorball applique les règles IFF, mais avec quelques nuances. Par exemple, au niveau du temps de jeu, celui-ci est seulement arrêté pendant les 3 dernières minutes de la dernière période, ou sauf lors des matchs de play-off de qualification, demi et finale de la Coupe, où le temps sera arrêté à chaque sortie, à chaque coup de sifflet. Vous voyez, par exemple, que le temps de jeu aussi pour les catégories inférieures à U13 est de 3 fois 15 minutes avec une pause de 5 minutes, tandis que pour les catégories plus âgées, de 3 fois 20 minutes avec une pause de 10 minutes. Les participants. Les participants sont affiliés à la fédération au minimum 3 jours avant le match. Si jamais un joueur n'est pas repris sur la liste BFF du jour du match, il ne peut pas jouer. Les joueurs sont notés sur la feuille de match au minimum 20 minutes avant le début de match. Si jamais un joueur n'est pas présent au début de match, si vous l'avez inscrit sur la feuille, il pourra jouer. Tous les joueurs de 12 ans et plus doivent montrer un document officiel d'identité avec une photo. Les participants. Vous pouvez voir que, en fonction des différentes catégories, il y a des maximums et minimums de joueurs sur le terrain, ou, par exemple, pour débuter un match, il faut 5 joueurs et un gardien en catégorie U13, U16, U19, femmes, adultes et couples, alors qu'en U8 et U10, ce n'est que 4 joueurs. Vous voyez aussi que sur une feuille de match, il y a un maximum de joueurs qui peuvent être notés. 20 joueurs étant la règle générale. Dans les catégories plus petites, avec un plus petit terrain, par exemple les U8 et U10, ce seront 14 joueurs. Vous voyez aussi qu'il y a un minimum pendant le jeu. Chaque équipe est tenue de pouvoir aligner un certain nombre de joueurs au minimum, et si les événements font qu'ils ne savent pas être à, par exemple, 4 joueurs au minimum pendant le jeu en U16, vous devrez arrêter le match et conclure un forfait de l'équipe. Attention, des lunettes sont obligatoires pour tous les enfants U8, U10, U13 et U16. Seules les filles nées en 2005 ne sont pas obligées de porter ces lunettes. La feuille de match BFF application. Il existe une application dans laquelle on peut retracer tous les différents événements du jeu, les buts, les fautes, les événements spéciaux. Lors de buts, il peut aussi y avoir des codes spéciaux à indiquer. Par exemple, PP pour Powerplay, c'était par exemple 5 joueurs contre 4 défenseurs. Une personne étant pénalisée à un moment donné. Un empty net sera un goal quand il n'y aura pas de gardien dans le goal. Il existe aussi une case réservée aux arbitres pour inscrire et décrire les événements spéciaux. Par exemple, un éclairage inégal et vous avez fait changer les gens lors de à la moitié du troisième tiers. L'équipement des joueurs de champ. Les joueurs de champ sont en maillot short et chaussettes montantes. Ils ont un numéro sur leur maillot entre 1 et 99. Ils doivent porter des chaussures.
Bien sûr, si un joueur perd sa chaussure pendant sa course, il peut continuer à jouer. Il ira la rechercher le plus rapidement possible. Un capitaine portera un brassard bien visible. Ce n'est pas un tape et c'est au bras. Euh, les joueurs ne portent pas d'équipement pouvant occasionner des blessures. Dans ce sens que si jamais vous remarquez qu'un joueur a un équipement qui peut occasionner une blessure, vous lui demanderez de le retirer. Si jamais il n'obtempère pas, vous pourrez le pénaliser d'une pénalité de 2 minutes. Si jamais les deux équipes arrivent avec des couleurs très semblables, ce sera l'équipe visiteur qui devra changer de couleur. Le gardien n'utilise pas de stick. Il porte un casque approuvé par l'IFF. Il a un maillot et un pantalon long. Il peut aussi avoir des gants fins. Si jamais un gardien quitte entièrement sa zone, il est considéré comme un joueur de champ, mais sans stick. Il existe une règle spécifique en Belgique pour les U13 et U16. La règle générale stipule que un gardien ne peut pas devenir joueur de champ. Or, en Belgique, pour pouvoir promouvoir le développement du sport, nous avons décidé que U13 et U16, le gardien pourrait devenir joueur de champ et un joueur de champ pourrait le remplacer pendant le match. Attention, en, en adulte, par exemple, un joueur de champ peut, à un certain moment, remplacer un gardien, mais il ne pourra plus devenir joueur de champ par après pendant ce match. Les sticks ont un manche et un blade euh, marqués IFF et sont du même fabricant. Le blade ne peut pas être tranchant, la courbure de ce blade ne pourra pas excéder les 30 mm. Toute modification du blade à part la courbure est interdite et toute modification sur le manche à part le raccourcir est interdite aussi. Les arbitres. Les arbitres portent des maillots et des shorts noirs et des chaussettes noires BFF. Ils sont équipés d'un sifflet, d'un mètre et d'une carte rouge. Ils ont le pouvoir de décider du contrôle et de la mesure de tout équipement. Le capitaine d'une équipe peut, à un certain moment, venir demander à un arbitre de mesurer une courbure ou la combinaison stick-blade d'un joueur. Si le capitaine se trompe, il aura une pénalité de 2 minutes. Si le capitaine avait raison, vous devrez prendre les sanctions adéquates par rapport aux joueurs qui n'avaient pas un bon matériel. Il y a des nouvelles règles. Dans ces nouvelles règles, nous avons des mots-clés liés au jeu avec le corps. Ces mots-clés vont pouvoir permettre de définir le niveau d'engagement et de responsabilité du joueur qui s'est engagé physiquement. Nous pouvons avoir un comportement imprudent, inconsidéré, violent ou brutal. Par exemple, un comportement imprudent se qualifie d'une action effectuée sans égard et sans réfléchir aux conséquences possibles qu'elle peut entraîner, tandis qu'une brutalité est une action impliquant un usage excessif de la force de manière délibérée ou malveillante. Vous pouvez lire les conséquences liées à ces différents termes. Un comportement imprudent entraînera une pénalité de ban mineur, un comportement inconsidéré, une pénalité de ban majeur, des comportements violents ou brutals, des pénalités de match. Vous voyez aussi les mots en néerlandais et en anglais. On vient d'en parler, la pénalité de ban majeur. La pénalité de ces 5 minutes est remplacée par une pénalité de ban majeur qui est une pénalité de 2 plus 2 minutes. Celle-ci sera donnée en cas de coup de stick dangereux, un accrochage, un hooking en fait, un jet de stick pour essayer d'attraper la balle, un stick utilisé de façon dangereuse, par exemple un high stick au-dessus des épaules, un engagement corporel inconsidéré, un tacle ou croche-pied entraînant la chute dans le bord ou le goal. Si jamais un joueur reçoit une deuxième fois une pénalité majeure, celle-ci est transformée en pénalité de match, c'est-à-dire une carte rouge. Lorsqu'il y a une carte rouge, il y aura toujours une pénalité majeure qui accompagnera. Vous demanderez au capitaine de choisir un joueur qui n'a pas été un joueur non pénalisé pour purger cette peine. Les pénalités de match, les cartes rouges, sont maintenant simplifiées. Il y a 2 cas différents. La pénalité de match technique ou la pénalité de match. Une pénalité de match technique sera donnée pour des équipements, par exemple, incorrects, une courbure du blade trop importante, une combinaison stick-blade non autorisée, un stick utilisé qui n'est pas conforme, un masque non conforme, ou si jamais un joueur participe au match alors qu'il n'est pas inscrit sur la feuille de match. Une pénalité de match sera donnée en cas de mêlée,
Répétition d'une pénalité majeure, comportement antisportif répété, par exemple, le staff qui obtient une deuxième pénalité 10+2. Une modification de l'objet contesté, par exemple, vous demandez à un joueur de venir montrer son stick et il le casse pour que vous ne puissiez pas le contrôler avant que vous le contrôliez. Euh, une bagarre, un comportement violent ou brutal, ceci inclut un jet de stick ou un crachat vers un adversaire, les insultes ou une agression. Le jeu reprend différemment après une pénalité différée, dans ce sens que si l'équipe fautive entre en possession de la balle de manière conforme durant une pénalité différée, le jeu reprendra désormais par un coup franc et non par un bully. Le coup franc sera exécuté au point de bully le plus proche. Imaginons l'équipe B qui est fautive reprend le contrôle de la balle de manière conforme, ce sera donc un coup franc pour l'équipe A au point de bully le plus proche. Si l'équipe A marque un but, en cas de pénalité de banc mineur, la pénalité différée est annulée et le bully sera au point central. Si c'est une pénalité de banc majeur, la pénalité différée sera prononcée et nous aurons un bully au point central. Le jeu avec le pied est maintenant autorisé. Un joueur pourra donc toucher la balle en dessous de la hauteur du genou autant de fois qu'il le désire et faire des passes avec le pied. Il est par contre interdit de jouer la balle au-dessus de la hauteur du genou, exécuter un coup franc ou un bully avec le pied, toucher la balle avec le pied lors du premier contact lors d'un penalty ou marquer un but avec le pied. Pour rappel, un but est valable si la balle a été touchée du stick, et est rentrée par le centre dans le goal par le bon côté. Il peut bien sûr y avoir des déviations qui entraînent la fin de la course dans les filets. Jeu au sol, l'adaptation de la règle est maintenant stipulé que si un joueur glisse et qui n'a dans une action donc qui n'a aucune influence sur l'action en cours et qui se produit de manière involontaire, il ne sera pas nécessairement pénalisé. Toutefois, si un joueur de champ allongé ou assis sur le sol arrête la balle, la joue ou influence l'action de jeu d'une autre manière dans l'intention de s'en procurer un net avantage, il sera pénalisé. Voyons ici une vidéo d'un cas où le jeu au sol est permis. Le joueur sur la droite glisse, il n'y a personne autour de lui. Il n'y a donc pas de problème à le laisser jouer. Si jamais un stick se casse, le joueur n'est plus obligé de ramasser les différentes parties de son stick avant de se faire remplacer. Pour ce faire, il laissera les parties sur le sol, changera le plus rapidement possible. Les différentes parties cassées seront enlevées à la prochaine interruption du jeu. Toutefois, la règle du jeu sans stick reste inchangée. Si un joueur de champ sans canne prend part au jeu, il faut le sanctionner d'une pénalité de banc mineur. Cela s'applique également lorsqu'un joueur de champ se fait remplacer sans ramasser son stick alors que celui-ci était intact. Penalty et position initiale du gardien. Au début du penalty, le gardien doit avoir au moins une partie de corps dans la zone de protection jusqu'à ce que le joueur exécutant touche la balle une première fois. Si la balle franchit la ligne de but prolongée, le penalty est terminé. Pour rappel, tir sur le poteau, la balle rebondit au sol sans franchir la ligne imaginaire et puis roule dans le goal en passant du bon côté dans le goal, le but est tout à fait valable. Quelques points d'attention. Et ici, différents exemples qui occurrent de situations de jeu qui donnent une pénalité de 2 minutes. Par exemple, ici, nous avons un high stick. Le joueur a touché la balle au-dessus du niveau des hanches. Regardez, clairement en hauteur. Pénalité de 2 minutes pour high stick. Contact épaule contre épaule permis. Les joueurs sont tous les deux conscients qu'ils sont en train de se battre pour la balle. Épaule contre épaule, pas de souci. Ici, par contre, nous avons un incorrect pushing où le joueur de droite pousse l'autre joueur avec son coude.
Autre type de pénalité, vous voyez vraiment que le joueur est en train de pousser et de forcer l'autre joueur sans que celui-ci ait la possibilité de se dégager. Holding, ici nous voyons très bien la main droite du joueur derrière qui prend le maillot de l'autre joueur et le retient. Distance incorrecte pendant le lancer du gardien. Vous voyez que le joueur obstrue activement le lancer du gardien. Vraiment actif. Distance incorrecte. Une question que j'ai posée lors du dernier événement en live était qu'est-ce que, en tant que joueur, vous énerve ou vous ennuie le plus lors des différentes actions? Il y avait plusieurs choix possibles, mais nous voyons fortement que lorsqu'on retient ou tient le stick d'un joueur, des coups de stick ou des mains dans le dos et des poussées sont les infractions qui sont les plus fréquentes. Il faudra donc, en tant qu'arbitre, bien vérifier ces actions-là. J'ai tendance à dire qu'en tant qu'arbitre, on est un peu responsable de la cuisson du match. C'est-à-dire que, imaginons une marmite avec de l'eau pour faire cuire des pâtes. Si la tension que les joueurs mettent dans la marmite est la chaleur qui va faire bouillir l'eau, et que, en tant qu'arbitre, nous intervenons à chaque moment directement, sifflons directement, le feu ne va pas prendre et l'eau ne va pas bouillir. Résultat, les pâtes ne sont pas cuites. Par contre, si en tant qu'arbitre, nous ne laissons rien faire et que à tout le moment, les joueurs, non, je dis, nous laissons tout faire. Donc, nous laissons tout faire. Nous n'intervenons absolument pas sur la cuisson. Eh bien, en fait, les pâtes seront trop cuites, il n'y aura plus d'eau et vont peut-être même brûler. Donc, en tant qu'arbitre, il est vraiment très important de pouvoir diriger la cuisson. Donc, vous devez faire vraiment attention. Les joueurs, lors de la phase du jeu, vont avoir un esprit qui vont s'échauffer. Et vous êtes responsable de garder cet échauffement sous contrôle. Vous avez pour cela des arsenals de coup de sifflet, pénalité de demi, pénalité mineure, pénalité majeure, pénalité pour comportement antisportif ou carte rouge. Et le but est de pouvoir sentir la tension qu'il y a entre les joueurs et de savoir si vous, à un certain moment, vous devez laisser aller ou plus contrôler. J'ai déjà vu beaucoup de matchs partir très calmement, et puis tout d'un coup, à un certain moment, on sent, peut-être pour une faute tout à fait bénigne, une équipe qui va commencer à s'énerver. Il vous faudra donc, vous, à ce moment-là, bien contrôler, peut-être même siffler plus souvent pour que les gens ne puissent, que les joueurs ne s'énervent pas. On parle de siffler, utilisez votre sifflet de manière comme si vous parliez. Un petit coup de sifflet bref pour indiquer une faute. Par contre, si à un certain moment vous sentez que c'est une faute qui commence à se répéter, faites un coup de sifflet beaucoup plus long. Les joueurs vont se rendre compte de la différence de ton que vous avez donné et vont se dire, ah, attention, là, on est passé à un niveau où ce n'était pas permis. Et l'arbitre nous le signale de façon, un coup de sifflet prolongé. Placement et focus. Alors, disons, en tant qu'arbitre, ben, nous avons une sorte de diagonale qui divise le terrain. Ça ne veut pas dire que chaque arbitre est responsable de la partie qui est dans son terrain. Non, ça veut dire que chaque arbitre va regarder quelque chose de différent en fonction de la situation dans laquelle il est. Les arbitres vont bouger de concert. Et ici, qu'est-ce que nous allons pouvoir voir? C'est que l'arbitre R1 va plutôt se concentrer sur la zone du but,
tandis que l'arbitre R2 va prendre plutôt la zone complète autour du but, voir les autres joueurs. Si jamais regardons cette zone, nous voyons l'équipe noire est en défense, l'arbitre le long du bord regarde très fort la zone autour du but, tandis que l'arbitre qui est à la ligne médiane a un champ de vision qui permet de voir les deux joueurs jaune et noir à droite, est-ce qu'ils se tiennent de façon correcte. Il pourra aussi voir les deux joueurs sur le bord gauche du but. Et si jamais le joueur jaune se rapproche de l'autre joueur noir, il pourra effectivement, en tête de but, il pourra voir si tout se passe bien. Ici, nous pourrons voir les différents champs de vision. L'arbitre 1 va vérifier comment sont placés les joueurs. L'arbitre 2 vérifie que les joueurs tiennent bien leur stick de bonne façon pour faire le coup franc. Règle générale, en tant d'elle, si un arbitre siffle le début, enfin le bully, que l'autre arbitre regarde le temps pour voir s'il a bien démarré. Un face-off dans les coins. Ici, nous voyons notre arbitre rouge R1 qui est entre le point de bully et le goal. Pourquoi? Parce que l'action peut très bien retourner très rapidement vers le goal, donc il est là déjà bien placé pour voir ce qui se passerait dans la zone de but. L'autre arbitre a un champ de vision qui lui permet de voir les autres joueurs, c'est-à-dire 5 et 6, les couples 5 et 6, les couples 5 et 2, pour voir s'ils se comportent bien. Face-off dans les coins, voyons, ici nous avons un face-off. R2 et R1 vont peut-être bouger après vers l'autre côté. Un autre face-off avec de nouveau un arbitre qui regarde le bully, tandis que l'autre regarde les autres joueurs. Coordonnées de la balle. Vous voyez que R2 est parti vers le goal et pas dans la zone euh, où il y a le point de bully. Je mettrai un autre slide plus tard pour montrer ce que je vais dire. En cas de goal ou time-out, un des arbitres va communiquer avec la table, tandis que l'autre regardera les joueurs et les bancs. Si jamais il y a un penalty, placez-vous de cette manière-ci. R2, en tout cas, en décalage, comme ça, il n'obstruera pas la vue du banc orange. Et R1 est bien placé pour voir le tir de penalty. Vous ne devrez pas bouger puisque les règles ayant changé au niveau du tir de penalty, ce sera beaucoup plus facile. Vous ne devez pas regarder si le joueur marque l'arrêt et le pas vers l'arrière et la balle vers l'arrière en même temps. Pénalité de banc. Un arbitre regarde la table, l'autre regarde les différents joueurs. Petite astuce, si jamais vous donnez une pénalité à un joueur, il se peut que celui-ci soit énervé. Pour garder le match au contrôle, demandez à l'autre arbitre d'aller chercher le joueur et de l'accompagner au banc. En ce sens que le joueur qui est énervé, il sera énervé contre vous et pas contre l'autre arbitre. Et donc, comme ce sera l'autre qui l'accompagnera vers le banc de pénalité, il aura le temps de se calmer. Si par exemple, il y a un cas de blessure, le joueur qui se rencontre, si vous êtes prêt, regardez si vous ne devez pas agir immédiatement. Sinon, il y a des gens qui sont spécialisés pour pouvoir vérifier ça. Vérifier les autres joueurs. Une blessure est un cas qui va provoquer beaucoup d'émotions et c'est donc qui pourrait provoquer un certain énervement. Donc, vérifier les autres joueurs. Premier réflexe, c'est toujours, bien sûr, d'avoir la sécurité du joueur. Les zones critiques sur le terrain. Ici, vous allez voir, entouré de jaune, les zones qui sont vraiment critiques sur le terrain. C'est-à-dire la zone devant le goal, les zones le long des bords près des points de bully,
et la zone au niveau central. En tant qu'arbitre, évitez de vous retrouver dans les zones que nous voyons ici, le long du bord, ici, parce que là, vous serez clairement dans le chemin. Le but d'un défenseur étant de d'empêcher l'attaquant de créer une occasion et pour ce faire, le forcer dans les coins est la façon la plus facile d'éviter qu'il soit dangereux. Si jamais vous vous trouvez dans ce coin-là, il y a forcément beaucoup de chances que les joueurs viendront préférer la zone derrière le but ou même celle juste à côté du but ici. Un exemple de mouvement. Regardez par exemple une autre vision. L'équipe jaune est en défense, l'équipe noire va attaquer. Nous avons un arbitre ici et un arbitre là. Clairement, ils ont anticipé l'attaque de l'équipe noire. L'arbitre ici aura la vision sur la zone du gardien, tandis que l'autre arbitre va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, ces deux joueurs-ci et ces joueurs-là. En fin de jeu, n'hésitez à regarder les différents joueurs et écouter les différentes euh, remerciements exprimés par les joueurs. Focus de l'année, ce sont les rouspétances. Donc, nous voulons clairement, au sein de la BFF, éliminer et ne pas permettre des rouspétances de différents joueurs. Une rouspétance est plutôt ce qu'on va dire une non-acceptation de votre décision exprimée de façon véhémente. Un des gros problèmes que nous pourrions avoir est le public, surtout en catégorie jeune. Les publics se manifestent fortement et certains n'ont pas des comportements adéquats. Les parents sont parfois la pire grâce qu'on peut avoir. Si jamais ils vous ont pris pour cible en tant qu'arbitre, n'hésitez pas à changer de côté et que l'autre arbitre se mette devant le public. Si jamais le public est carrément ennuyeux enfin, perturbe le match, vous pouvez, en catégorie jeune par exemple, demander au coach d'agir, mais ce n'est pas vraiment son boulot. Dans ce cas-là, demandez au niveau de la table et de la table si elle peut faire sortir les différentes personnes. Si la personne refuse de sortir et se comporte de manière complètement inadéquate et continue de se comporter comme ça, arrêtez le match. Ouais. Dernière partie, ce sont les questions et les réponses et tests. Merci de votre écoute. À bientôt.